Les mains du détective privé tremblaient alors qu'il me remettait le rapport médical. Pas comme quelqu'un qui a froid, mais comme quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose qui a changé tout ce qu'il pensait savoir sur le bien et le mal. Monsieur Hayward, votre femme ne vous a pas seulement trompé. Elle vous a lentement tué. Les niveaux d'arsenic dans vos échantillons de sang d'il y a 3 ans le prouvent. Mais ce n'est même pas le pire. Je fixais Sterling Moss, cet homme mince dans son costume marron froissé qui venait d'entrer dans le dîner où je vivais de café noir et de tout ce que la serveuse Ruby avait assez pitié de moi pour m'offrir. 3 semaines plus tôt, j'étais Calvin Hayward, propriétaire d'entreprise respectée avec 3 quincailleries prospères à travers l'État. Maintenant, je dormais dans ma camionnette derrière le quai de chargement de mon magasin d'origine, celui que mon père m'avait aidé à construire de ses propres mains il y a 20 ans. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ma femme essayant de me tuer, ai-je demandé, bien que ma voix soit sortie plus ferme que je ne me sentais. Sterling a sorti un autre document. Son doigt a pointé un nom que je ne reconnaissais pas d'Alton Creed. Cet homme est son mari légal, depuis 1998. Tout votre mariage est une fraude, monsieur Hayward. Chaque document qu'elle a signé, chaque bien qu'elle a réclamé, chaque accusation qu'elle a portée au tribunal. Elle a joué une arnaque de 15 ans qui devait se terminer avec vous mort et elle plus riche de 5 millions de dollars. La tasse de café dans ma main aurait dû se briser tellement je la serrais fort. Mais je l'ai simplement posée avec précaution, de la même manière que je posais les choses depuis 3 ans, depuis que les tremblements avaient commencé. Depuis que Véronica avait commencé à me préparer ses chèques protéinés spéciaux pour aider avec ma condition. Je m'appelle Calvin Hayward et j'ai 46 ans. Il y a 1 mois, j'ai enterré ma mère, Dorothy, un mardi pluvieux à Millbrook, la ville où j'avais construit ma vie, mon entreprise, ma famille, ou ce que je pensais être ma famille. Mon fils Brendan venait d'avoir 14 ans, tout en membre dégingandé et la mâchoire têtue de son grand-père. Ma fille Meredith avait 11 ans, calme et observatrice avec les yeux vifs de sa grand-mère qui ne manquait rien. C'est pour eux que j'étais resté silencieux quand Véronica m'a remis les papiers du divorce aux funérailles de ma mère. C'est pour eux que je n'ai pas fait de scène quand elle a annoncé à tout le monde au cimetière qu'elle voulait tout. Le manoir de 15 millions de dollars que mon père m'avait laissé, les 2 propriétés de vacances, la moitié de mon entreprise et la garde exclusive des enfants. Vos enfants méritent mieux qu'un père alcoolique qui peut à peine rester conscient pendant une réunion d'affaires, avait-elle dit, assez fort pour que mon oncle Frank et ma tante Peggy l'entendent. Assez fort pour que mon frère Denny et ma sœur Joanne se détournent, embarrassés. Mais je n'avais pas touché une goutte d'alcool depuis la naissance de Brendan. Les vertiges, la fatigue, les fois où je m'étais effondré pendant les réunions de la chambre de commerce ou que j'avais failli m'évanouir en apprenant à Brendan à utiliser une scie circulaire dans l'atelier. Ce n'était pas dû à l'alcool. Selon le rapport que Sterling Moss venait de poser devant moi, c'était dû à un empoisonnement systématique à l'arsenic administré par la femme qui avait juré de m'aimer et de me chérir dans la maladie comme dans la santé. Combien de temps me reste-t-il, ai-je demandé à Sterling. Parce que quand quelqu'un vous dit que vous avez été empoisonné pendant 3 ans, c'est la première chose que vous devez savoir. Si vous arrêtez de l'ingérer immédiatement, des années, des décennies même. Les dommages sont réversibles avec un traitement. Mais monsieur Hayward, si elle se rend compte, vous savez, si elle devient désespérée, elle pourrait accélérer son calendrier. J'ai pensé à Véronica dans sa robe de créateur noir aux funérailles, ne versant pas une seule larme pour la femme qui l'avait accueillie dans notre famille, qui lui avait donné le collier de perles de ma grand-mère le jour de notre mariage. J'ai pensé au juge Arlon Westbrook, qui avait statué contre moi si rapidement que c'était comme s'il avait écrit sa décision avant même le début de l'audience. J'ai pensé à mes enfants vivant avec une femme qui avait lentement assassiné leur père tout en leur préparant le petit déjeuner chaque matin. Elle vous a engagé pour me suivre, ai-je dit à Sterling. Pour documenter des raisons de refuser mes droits de visite. Pourquoi me dites-vous cela à la place? Sterling Moss m'a regardé droit dans les yeux. Ce petit homme nerveux qui avait probablement trop vu de choses dans sa carrière à suivre des conjoints infidèles et des fraudeurs à l'assurance. Parce que monsieur Hayward, j'ai une fille. Elle a 15 ans. Et quand j'ai vu les photos de vos enfants à leur école. Quand j'ai vu votre fils essayer de vous appeler d'une cabine téléphonique parce que sa mère avait bloqué votre numéro sur son portable. Quand j'ai vu votre fille laisser des lettres à votre magasin qu'elle espérait que vous trouveriez parce qu'elle n'était pas autorisée à vous contacter directement. Je ne pouvais plus le faire. Certains argents ne valent pas la peine d'être gagnés. Certains clients ne valent pas la peine d'être gardés. Et certains hommes, même quand ils dorment dans leur camionnette et ont tout perdu, essaient toujours d'être de bons pères.
Ces hommes méritent la vérité. La vérité. Un mot si simple pour quelque chose qui était sur le point de détruire tout ce que je pensais savoir sur les 15 dernières années de ma vie. Mais alors que j'étais assis là, dans ce dîner, regardant des rapports médicaux qui montraient à quel point j'étais passé près de la mort, j'ai réalisé quelque chose. La vérité n'allait pas me détruire. La vérité venait de me sauver la vie. Sterling a poussé un autre dossier sur la table. Il y a plus, Monsieur Hayward. Votre femme et le juge Westbrook sont en communication depuis des mois. J'ai leur message texte, leur calendrier prévu, et la preuve de l'endroit où vos biens devaient aller après votre mort. Nous pouvons arrêter ça, mais nous devons agir vite. Votre frère Denny est procureur à Seattle, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, attrapant déjà mon téléphone. Bien, a dit Sterling. Parce que ce que je vais vous montrer va nécessiter quelqu'un qui sait comment construire un dossier en béton. Veronica Hayward, ou devrais-je dire Veronica Creed, a fait une erreur dans son plan parfait. Elle a gardé des preuves, et je les ai toutes trouvées. Il y a 3 mois, je me tenais au cimetière Riverside Memorial, regardant descendre ma mère, Dorothy, dans la terre. Le cancer l'avait emportée rapidement, 6 semaines entre le diagnostic et les funérailles. Les médecins du Millbrook General avaient été stupéfaits par son agressivité, par la façon dont il semblait la consumer de l'intérieur avant même que tout traitement ne puisse commencer. Mon père, Raymond, était décédé 5 ans plus tôt d'une crise cardiaque dans sa clinique vétérinaire, entouré des animaux qu'il avait passé 40 ans à soigner. Maman ne s'est jamais vraiment remise de sa perte. Elle avait bâti toute sa vie autour du fait d'être Madame Raymond Hayward, l'épouse du vétérinaire de la petite ville qui préparait des tartes pour les collectes de fonds de l'église et n'avait jamais manqué un de mes matchs de baseball quand j'étais enfant. La pluie de ce matin d'octobre semblait personnelle, comme si le ciel s'était ouvert spécifiquement pour correspondre au poids dans ma poitrine. Je me tenais là, dans mon costume noir, celui que Veronica m'avait choisi chez Nordstrom l'année dernière, me disant que je devais avoir l'air de réussir pour les affaires. Mes enfants, Brendan et Meredith, se serraient contre moi de chaque côté. Brendan n'arrêtait pas de redresser sa cravate, une habitude nerveuse qu'il avait développée récemment, tandis que Meredith me tenait la main si fort que je pouvais sentir ses petits doigts trembler à travers ses gants noirs. Mon frère Denny était venu de Seattle avec sa femme Patricia et leurs jumeaux. Il se tenait droit comme un i, une posture de procureur même dans le deuil, s'essuyant occasionnellement les yeux derrière ses lunettes. Ma sœur Joanne sanglotait doucement à côté de moi, son mari Théo lui frottant le dos en cercle doux. Oncle Frank, le frère cadet de maman, qui gérait toujours son ranch de bétail en dehors de la ville, gardait sa main de fermier buriné et stable sur mon épaule. Toute la ville de Millbrook était venue. C'est ce qui arrive quand on dirige 3 quincailleries prospères qui ont employé la moitié de la ville à un moment ou à un autre, quand on sponsorise chaque équipe de petite ligue du comté et qu'on approvisionne les entrepreneurs dans les bons comme dans les mauvais moments. Le pasteur Williams parlait du dévouement de maman à l'auxiliaire de l'église, mais je regardais Veronica. Elle se tenait légèrement à l'écart de notre groupe familial, maintenant ce qu'elle pensait probablement être une distance respectueuse, mais qui ressemblait plus à un détachement émotionnel. Sa robe Chanel noire était impeccable malgré la pluie, protégée par un parapluie de créateur qui coûtait probablement plus cher que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, tapant avec un pouce manucuré tout en étant censée pleurer ma mère. Dorothy Hayward était un pilier de force, disait le pasteur Williams. Même dans ces derniers jours, elle s'inquiétait plus pour les autres que pour elle-même. Elle m'a pris à part la semaine dernière et m'a dit, « Pasteur, veillez sur mon Calvin. Quelque chose ne va pas, mais il ne le voit pas. » Une mère sait. Ces mots m'ont frappé étrangement à l'époque. Maman avait été sous tellement de morphine ces derniers jours, disant des choses qui n'avaient pas toujours de sens. Elle avait parlé de voir papa l'attendre, d'oiseaux à la fenêtre qui n'étaient pas là, du sourire de Veronica qui n'atteignait jamais ses yeux. Nous avions mis ça sur le compte du cancer, des médicaments qui la rendaient paranoïaque. Veronica n'avait pas rendu visite à maman une seule fois pendant ces 6 semaines à l'hôpital. Toujours une excuse prête, une réunion du conseil d'administration d'une œuvre de charité, une retraite de yoga qu'elle ne pouvait pas annuler, une obligation de club de lecture. Ta mère ne m'a jamais vraiment aimé de toute façon, avait-elle dit un soir, ajustant son masque facial dans le miroir de notre salle de bain en marbre. Il vaut mieux que je me souvienne d'elle en bonne santé. Mais maman avait aimé Veronica, du moins au début. Elle l'avait accueillie dans la famille à bras ouverts il y a 15 ans, avait aidé à planifier notre mariage jusqu'au dernier détail.
ce n'est qu'au cours des 3 dernières années que maman était devenue silencieuse autour de ma femme, observatrice d'une manière qui rendait les dîners de famille tendus. Les 3 mêmes années où j'avais commencé à avoir mes épisodes. Calvin, a dit Véronica juste au moment où le pasteur a terminé la prière finale. Nous devons parler. Son timing était si calculé que ça m'a coupé le souffle. La foule commençait à se disperser mais ne l'avait pas encore fait, assurant un maximum de témoins. Le cercueil de ma mère n'avait même pas été complètement descendu. Ça peut attendre, ai-je murmuré en désignant la tombe où les employés du cimetière se tenaient respectueusement à l'écart, attendant de terminer leur tâche. En fait, non. Elle a sorti une enveloppe de son sac à main de créateur, le sac Hermès que je lui avais acheté pour notre anniversaire l'année dernière, quand je pouvais encore accéder librement à mes comptes. Tu es assigné. Mon frère Denis s'est immédiatement avancé, reconnaissant des documents juridiques à 30 pieds de distance. Véronica, ce n'est ni le moment ni. C'est le moment parfait, l'interrompit-elle, sa voix portant à travers le cimetière. Tous ceux qui comptent sont ici pour témoigner que Calvin a été correctement assigné. Je veux la maison, les 2 propriétés de vacances, la moitié de tous les actifs de l'entreprise, et la garde exclusive de Brendan et Meredith. Tante Peggy a halté. La poigne d'oncle Frank sur mon épaule s'est resserrée. Meredith a commencé à pleurer, et Brendan l'a serré contre lui, sa carrure de 14 ans essayant de protéger sa petite sœur de ce qui se passait. Pour quel motif, a exigé Denis, sa voix de procureur émergeant malgré le cadre. Véronica a souri, et à ce moment-là, j'ai enfin vu ce que ma mère mourante avait vu. Le sourire était parfait, étudié et complètement vide de chaleur. Alcoolisme, négligence émotionnelle et instabilité mentale qui met en danger les enfants. J'ai la documentation de tout. Les papiers du divorce semblaient plus lourds que la pelletée de terre que je venais de jeter sur le cercueil de maman. Véronica n'a même pas attendu que les gens partent avant de se lancer dans ses exigences. Elle se tenait là, sous son parapluie de créateur, traitant le bord de la tombe de ma mère comme une salle d'audience, sa voix tranchant la pluie avec une précision étudiée. Je veux la maison, les 2 propriétés de vacances, la moitié des actifs de ton entreprise, et la garde exclusive, a-t-elle annoncé assez fort pour que ma tante Peggy pousse un cri audible. Les enfants méritent un parent stable, pas quelqu'un qui travaille 80 heures par semaine et boit jusqu'à s'endormir. Je ne bois pas, ai-je dit, abasourdi. L'accusation était si absurde que je ne pouvais même pas la traiter correctement. Tu sais que je n'ai pas touché à l'alcool depuis la naissance de Brendan. Dis ça au juge. J'ai la documentation de ton alcoolisme, de tes problèmes de colère et de ta négligence envers les enfants. Elle a souri, alors, a vraiment souri au bord de la tombe de ma mère, alors que le corps de ma mère n'était même pas encore complètement dans la terre. Mon avocat dit qu'avec ton historique de comportement erratique et ces épisodes médicaux que tu as eus, aucun tribunal ne te donnera la garde. Les épisodes médicaux. Les vertiges qui ont commencé il y a 3 ans, juste après notre voyage d'anniversaire de 12 ans dans la Napa Valley. La fatigue inexpliquée que 3 médecins différents n'ont pas pu diagnostiquer. Chacun suggérant que cela pourrait être du stress, le syndrome de fatigue chronique ou des problèmes neurologiques précoces. Les tremblements qui m'ont fait lâcher des outils au travail, qui m'ont forcé à reculer de la manipulation d'équipements électriques, qui m'ont fait paraître faible devant mes employés. Véronica avait été si inquiète, me préparant toujours des shakes protéinés spéciaux avec des ingrédients biologiques qu'elle commandait dans des magasins de santé exclusifs. Elle avait commencé à ajouter des vitamines à ma routine matinale. Des petites pilules blanches, disait-elle, qui aideraient à mon niveau d'énergie. C'est de la folie. Denis s'est avancé, la pluie coulant sur ses lunettes. Véronica, Calvin a bâti son entreprise à partir de rien. Il n'a jamais eu de problème d'alcool. Tout le monde ici le sait. Tout le monde ici sait ce que Calvin veut qu'il sache, a rétorqué Véronica, s'adressant maintenant à la foule comme si elle était en représentation. Mais il ne le voit pas à la maison, évanoui dans son bureau. Il ne voit pas les bouteilles vides cachées dans le garage. Il ne voit pas les enfants pleurer parce que papa a encore oublié de les chercher à l'école. C'est un mensonge. A soudainement crié Brendan, sa voix se brisant de rage adolescente. Papa ne nous a jamais oubliés. C'est toi qui as changé l'horaire de ramassage et qui ne lui a pas dit. C'est toi qui. Brendan, mon chéri. La voix de Véronica est devenue douce comme du sirop. Tu es contrarié à cause de grand-mère. Tu ne sais pas ce que tu dis. Au cours des 3 semaines suivantes,
tout s'est effondré avec une vitesse qui semblait orchestrée. Mon avocat, Garrison Pike, avait exercé à Millbrook pendant 30 ans, mais il semblait dépassé par l'équipe juridique de Veronica de Seattle. La première audience a été fixée à seulement 5 jours après les funérailles. Le juge Arlon Westbrook, un homme que je n'avais jamais rencontré malgré le fait de vivre dans la même ville depuis 2 décennies, a présidé avec une hostilité évidente envers moi dès mon entrée. Votre honneur, appelé des Garrison, M. Eward a bâti son entreprise à partir de rien. Il emploie 43 personnes dans cette communauté. C'est un pilier de Millbrook. Un pilier qui ne semble pas pouvoir rester conscient pendant des réunions importantes. L'avocat de Veronica, un requin nommé Harrison Cole, a rétorqué sans heurts. Il a présenté une vidéo d'il y a 3 mois, une présentation de la chambre de commerce où j'avais failli m'évanouir pendant mon discours sur le soutien aux entreprises locales. Cet homme manipule des machines lourdes, conduit des véhicules et s'occupe soi-disant d'enfants tout en étant clairement diminué. La vidéo était accablante. Je me suis regardé à l'écran, agrippé au podium, la sueur coulant sur mon visage, mes mots s'empâtant, non pas à cause de l'alcool, mais à cause de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. 2 participants s'étaient précipités pour me rattraper quand j'ai commencé à tomber. J'étais malade, ai-je protesté. J'avais la grippe cette semaine-là. Selon les dossiers médicaux, vous avez eu la grippe 17 fois au cours des 2 dernières années, a répondu Harrison Cole, produisant une documentation dont je ne connaissais même pas l'existence. Ou était-ce une intoxication alimentaire? Ou l'épuisement? Les excuses changent, mais le schéma reste. Calvin Eward est inapte à être parent. Veronica a témoigné pendant 2 heures, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle décrivait ma détérioration. Elle a brossé le tableau d'un homme devenu de plus en plus instable, paranoïaque et agressif. Elle a affirmé que je l'avais accusé de m'empoisonner une fois pendant l'un de mes délires, et qu'elle vivait dans la peur depuis. Il m'a dit que j'essayais de le tuer, a-t-elle sangloté au juge. Pouvez-vous imaginer vivre avec quelqu'un d'aussi paranoïaque? J'avais peur pour nos enfants. Le truc, c'est que je l'avais dit une fois, il y a 6 mois, après un épisode particulièrement mauvais. J'avais plaisanté d'un air sombre après avoir vomi pour la 3e fois cette semaine-là. Essaies-tu de m'empoisonner? Avais-je demandé, en essayant de prendre à la légère à quel point je me sentais mal. Elle avait ri et m'avait embrassé sur le front. M'avait dit que je devais me reposer davantage. Le juge Westbrook lui a tout accordé dans les ordonnances provisoires. Le manoir de 15 millions de dollars que mon père m'avait laissé. La maison où Brendan avait fait ses premiers pas dans la cuisine, où Meredith avait appris à lire dans la bibliothèque. La maison au bord du lac où j'avais appris aux 2 enfants à pêcher, en utilisant les mêmes cannes à pêche que mon père m'avait apprises. Le chalet de montagne où nous avions passé tous les Noëls jusqu'à cette année, où Veronica avait insisté pour aller à Aspen à la place. On m'a donné 4 heures pour emballer des effets personnels sous la surveillance du shérif. L'adjoint Ronald Vance, que je connaissais depuis le lycée, ne pouvait pas me regarder dans les yeux alors qu'il me regardait jeter des vêtements dans un sac de sport. Je suis désolé, Calvin, a-t-il marmonné. Ce n'est pas juste. J'ai vécu dans ma camionnette Ford pendant 3 semaines, me garant derrière ma quincaillerie d'origine sur Maple Street. Ma fortune a été gelée pendant l'évaluation des actifs. Mes comptes d'entreprise ont été bloqués en attendant l'enquête sur une mauvaise conduite financière que Veronica avait alléguée mais ne pouvait pas spécifier. Je mangeais un repas par jour au Ruby's Dîner quand je pouvais me le permettre, je me douchais au relais routier en dehors de la ville et j'essayais de comprendre comment ma vie avait pu imploser si complètement. On a dit à mes enfants que je recevais de l'aide pour mes problèmes. Veronica les avait inscrits chez un thérapeute spécialisé dans le syndrome d'aliénation parentale. Bien qu'il semblait que le seul parent aliéné, c'était moi. Mes appels sont restés sans réponse. Mes textos ont été bloqués. Quand j'ai essayé d'assister au match de baseball de Brendan, la sécurité m'a expulsé parce que Veronica avait déposé une ordonnance restrictive affirmant que j'étais instable et potentiellement violent. Denny voulait que je vienne à Seattle pour rester avec lui et Patricia pendant que nous réfléchissions aux prochaines étapes. Quelque chose ne colle pas, n'arrêtait-il pas de dire. C'est trop coordonné, trop parfait. C'est comme si elle avait tout prévu. Mais je ne pouvais pas quitter Millbrook. Quelque chose semblait fondamentalement faux dans tout cela. Le timing des papiers du divorce aux funérailles de maman. Le parti pris évident du juge Westbrook malgré le fait qu'il ne m'ait jamais rencontré. La confiance de Veronica qu'elle gagnerait tout. Elle n'agissait pas comme une femme ayant peur de son mari.
Elle agissait comme quelqu'un qui savait exactement comment chaque scène allait se dérouler. Le 22e jour de ma vie dans ma camionnette, c'est là que Sterling Moss a frappé à ma fenêtre avec des réponses que je n'étais pas prêt à entendre. Un soir pluvieux, quelqu'un a frappé à la fenêtre de ma camionnette. Le son m'a réveillé en sursaut d'une autre tentative de sommeil agité sur le siège du conducteur. Un homme mince en costume froissé se tenait là, tenant un dossier en manille contre sa poitrine pour le protéger de l'averse. Il avait l'air nerveux, regardant autour du parking vide derrière ma quincaillerie comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un saute de derrière les bennes à ordures. Calvin Eward ? Je suis Sterling Moss. Je suis détective privé. Mon premier instinct a été la colère. Si Véronica vous a envoyé pour me harceler ou documenter davantage ma supposée instabilité, vous pouvez lui dire qu'elle a déjà tout pris. Elle m'a engagé pour vous suivre. Oui. Pour documenter tout comportement qui pourrait mettre en danger vos droits de visite. Il s'est agité inconfortablement, la pluie dégoulinant de ses cheveux clairsemés. Mais monsieur Eward, j'ai trouvé autre chose. Quelque chose qui m'a fait quitter son emploi immédiatement. Pouvons-nous parler quelque part en privé? Nous nous sommes retrouvés au Ruby's dîner sur la route 47, le seul endroit en ville qui restait ouvert toute la nuit et ne posait pas de questions. Ruby elle-même nous a apporté du café sans que j'aie à commander, jetant un regard suspicieux à Sterling avant de se retirer dans la cuisine. Le dîner était vide à l'exception d'un chauffeur de camion longue distance qui mangeait une tarte au comptoir. Sterling a étalé des documents sur la table en vinyle craquelé avec la précision de quelqu'un qui présente des preuves au tribunal. Votre femme achète du poison à rat à base d'arsenic en petite quantité dans différents magasins depuis 3 ans, a-t-il dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Toujours en espèces. Toujours en portant des déguisements qu'elle pensait cacher son identité. Des casquettes de baseball, des lunettes de soleil, différentes perruques. Mais les caméras de sécurité ne mentent pas, monsieur Eward. J'ai fait correspondre sa structure faciale, sa démarche, même la façon dont elle tient son sac à main sur son épaule gauche. Il m'a montré des impressions d'images de sécurité. Véronica dans une quincaillerie à Riverside, à 40 miles de là. Véronica dans un magasin de fournitures agricoles à Bakersfield. Véronica dans une épicerie à Milton. Différentes couleurs de cheveux, différents vêtements, mais sans aucun doute ma femme achetant du poison à rat. Les dates remontaient à 3 ans, juste après notre voyage d'anniversaire dans la Napa Valley. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi Sterling en sortant un autre jeu de photos. Cet homme ici, celui qu'elle rencontre au Riverside Motel tous les jeudis quand elle vous dit qu'elle est à son club de lecture, son nom est Dalton Creed. La photo montrait Véronica embrassant un homme grand aux cheveux argentés et au costume cher. Ils s'embrassaient sur une photo, entraient dans une chambre de motel sur une autre. Mon estomac s'est retourné, mais pas de jalousie. Quelque chose dans le visage de l'homme me semblait familier. Ils ont une liaison, ai-je demandé, bien que, même en le disant à voix haute, cela ne semblait pas être toute la vérité. Sterling a secoué la tête lentement. Monsieur Eward, Dalton Creed n'est pas son amant. C'est son mari. Son mari légal. Il a produit un certificat de mariage du comté de Clark, Nevada, daté du 15 août 1998. Elle n'a jamais divorcé de lui. Tout votre mariage est légalement nul. Vous n'avez jamais été réellement marié. La tasse de café a cliqueté contre la soucoupe quand je l'ai posée. 15 ans, 2 enfants. Tout ce que nous avions construit ensemble était basé sur un mensonge si fondamental que je ne pouvais pas le traiter. J'ai aussi trouvé ça, a poursuivi Sterling, me montrant des relevés bancaires. Elle transfère de l'argent sur un compte aux îles Caïmans depuis 3 ans. De petites sommes de vos comptes joints, mais elle totalise près de 2 millions de dollars. Le compte est conjointement détenu par elle et Dalton Creed. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je réussi à demander. Elle vous paie. Sterling m'a regardé dans les yeux. Alors, cet homme nerveux et mince qui avait probablement trop vu de choses dans sa carrière. Parce que j'ai une fille, monsieur Eward. Elle a 15 ans, à peu près le même âge que votre fils. Et quand j'ai vu les photos de vos enfants à leur école, quand j'ai vu votre fils essayer de vous appeler d'une cabine téléphonique devant l'épicerie parce que sa mère avait bloqué votre numéro sur son portable. Quand j'ai vu votre fille laisser des lettres à la porte de votre magasin qu'elle espérait que vous trouveriez parce qu'elle n'était pas autorisée à vous contacter directement, je ne pouvais pas continuer. Certains argents ne valent pas la peine d'être gagnés. Il a sorti un autre dossier. Celui-ci rempli de documents médicaux. J'ai un ami qui travaille dans un laboratoire.
J'ai fait tester certains articles de votre maison. Des articles que Véronica ne savait pas que j'avais collectés quand j'étais censé vous enquêter. Votre poudre de protéines était lacée d'arsenic. Tout comme ces vitamines spéciales qu'elle vous donnait. Les doses étaient soigneusement mesurées, monsieur Hayward. Assez pour vous rendre malade, pour créer des symptômes qui vous feraient paraître instables et peu fiables, mais pas assez pour vous tuer rapidement. Elle vous a empoisonné lentement, créant un historique médical qui soutiendrait ses demandes de divorce. J'ai pensé à chaque matin pendant 3 ans. Véronica m'apportant mon shake protéiné avec un baiser sur la joue. Bois, chérie. Il y a des vitamines supplémentaires pour l'énergie. La façon dont elle me regardait le boire, ne partant jamais avant que j'aie fini chaque goutte. Nous avons besoin d'échantillons de sang des 3 dernières années, ai-je dit, mon esprit soudainement clair malgré l'ampleur de ce que j'apprenais. Des visites chez le médecin où ils ont prélevé du sang? L'examen physique pour l'assurance vie, me suis-je souvenu soudainement. Véronica a insisté pour que je prenne une nouvelle police d'1 million de dollars il y a 3 ans. A dit que c'était important pour l'avenir des enfants. Ils ont fait une analyse de sang complète. Sterling a hoché la tête. J'ai déjà récupéré ces dossiers. Les niveaux d'arsenic d'il y a 3 ans montrent que l'empoisonnement venait de commencer. Si nous pouvons faire tester vos niveaux actuels et les comparer, nous avons la preuve médicale d'un empoisonnement systématique. J'ai appelé Denny immédiatement. Il était plus de minuit à Seattle, mais il a répondu au 2e coup de sonnette comme s'il attendait mon appel. Denny, je veux que tu écoutes attentivement, ai-je dit. Je suis au Rubies dîner avec le détective privé. Véronica m'empoisonne à l'arsenic depuis 3 ans, et elle est légalement mariée à un autre homme. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de procureur de Denny s'est enclenchée. Ne bouge pas. Ne va nulle part seul. Je prends le premier vol. Calvin, nous devons tout documenter immédiatement. Si elle se rend compte, tu sais, elle pourrait essayer d'accélérer son calendrier ou de détruire des preuves. Sterling s'est penché en avant. Il y a plus, monsieur Hayward. J'ai des messages textes entre Véronica et le juge Westbrook. Il planifie cela depuis des mois. Le juge obtient une part de votre succession après votre mort, qui, selon leurs messages, devait avoir lieu dans l'année. Comment avez-vous obtenu leurs messages textes? Véronica m'a donné accès à ses relevés téléphoniques pour aider à documenter votre comportement de harcèlement. Elle ne réalisait pas que l'accès va dans les 2 sens. Sterling a sorti des transcriptions imprimées. Elle n'est pas très douée en technologie. Le juge non plus. Un message de Véronica au juge Westbrook s'est démarqué. Une fois que Calvin sera mort de son problème d'alcool, nous partagerons tout en 3. Toi, moi et Dalton. Les enfants n'hériteront de rien grâce au testament que je lui ai fait signer l'année dernière alors qu'il était à peine conscient à cause de l'empoisonnement. Je me suis souvenu de ce jour-là. J'étais si malade que je pouvais à peine tenir un stylo. Véronica avait dit que c'était juste pour mettre à jour les bénéficiaires à des fins d'assurance. Nous devons agir vite, a dit Sterling. J'ai fait des copies de tout. Un jeu pour vous, un pour votre frère, un dans un coffre-fort à la First National Bank sous mon nom. S'il arrive quelque chose à l'un de nous deux, Ruby a des instructions pour apporter cette clé au bureau du FBI dans la capitale de l'État. Ruby est apparu avec plus de café, adressant à Sterling un signe de tête approbateur. Il était temps que quelqu'un n'aide Calvin, a-t-elle dit doucement. Cette femme à lui ne m'a jamais plu. Trop parfaite, trop polie. Et la façon dont elle le regardait manger quand il venait ici, comme si elle l'étudiait, ça me donnait la chair de poule. Alors que j'étais assis là dans ce dîner, entouré de preuves d'un complot pour me tuer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en 3 ans. La clarté. Le brouillard qui avait obscurci ma pensée, l'épuisement qui m'avait accablé, les tremblements qui m'avaient fait douter de moi-même. Tout avait une explication. Je ne perdais pas la tête. Je n'étais pas alcoolique. Je n'étais pas un mauvais père. J'étais un homme qui avait été systématiquement empoisonné par la personne en qui il avait le plus confiance, et maintenant j'avais la preuve pour me défendre. La salle d'audience était bondée. La nouvelle s'était répandue à Millbrook comme une traînée de poudre que Calvin Hayward avait demandé une audience d'urgence avec des preuves de tentative de meurtre. Véronica était assise avec son avocat, Harrison Cole, jouant toujours les pouces bafoués, portant le collier de perles que ma mère lui avait donné le jour de notre mariage. Les perles qui avaient appartenu à ma grand-mère, transmises de génération en génération,
reposant maintenant sur la gorge d'une femme qui me tuait lentement. La juge Patricia Thornfield a présidé, une femme sévère de la capitale de l'État que Denny avait réussi à faire assigner après avoir déposé une plainte pour faute judiciaire contre le juge Westbrook. Westbrook lui-même était assis dans la galerie, essayant de paraître indifférent, mais transpirant à travers son costume cher. « Votre honneur », s'est levé Denny, ayant pris la relève en tant que mon conseil avec sa précision de procureur. Nous avons des preuves de tentatives de meurtre, de bigamie, de fraude et de complot impliquant la défenderesse, Veronica Eward, qui est en fait Veronica Creed, et s'étendant à des membres du système judiciaire de ce comté. L'avocat de Veronica s'est levé d'un bond. C'est scandaleux, votre honneur. Monsieur Eward a clairement une sorte de dépression nerveuse, faisant des accusations folles. Asseyez-vous, monsieur Cole, a ordonné la juge Thornfield. J'ai examiné les preuves préliminaires. Nous allons procéder. Sterling Moss a témoigné en premier, parcourant son enquête avec une précision méthodique. Il a présenté des images de sécurité de 17 magasins différents montrant Veronica achetant du poison à rats sur une période de 3 ans. Chaque achat était petit, discret, payé en espèces, mais ensemble, ils totalisaient assez d'arsenic pour tuer plusieurs personnes. Les achats suivent un schéma, a expliqué Sterling en désignant un graphique. Toutes les 2 semaines, comme sur des roulettes, dans des magasins dans un rayon de 50 miles, mais jamais le même magasin 2 fois dans une période de 6 mois. Cela montre la préméditation et une planification minutieuse. Puis est venu le certificat de mariage. Denny l'a présenté avec une fioriture qui aurait été théâtrale si elle n'avait pas été si accablante. Veronica Summers a épousé Dalton Creed à Las Vegas le 15 août 1998. Aucun divorce n'a jamais été déposé. Son mariage avec mon client le 20 juin 2009 est légalement nul. Elle commet la bigamie depuis 15 ans. C'est impossible. Veronica s'est levée, son sang-froid se fissurant pour la première fois. J'ai divorcé de Dalton en 2000. Alors, veuillez produire le jugement de divorce, a dit calmement la juge Thornfield. Veronica s'est tournée vers son avocat, chuchotant frénétiquement. Harrison Cole a fouillé dans des papiers, sa confiance s'évaporant. Nous aurons besoin de temps pour localiser ces documents, votre honneur. Vous n'aurez pas ce temps, a répondu la juge. Nous avons assigné les dossiers des 50 États. Aucun divorce n'existe. Les rapports de toxicologie sont venus ensuite. Le docteur Marcus Flynn du laboratoire de toxicologie de l'État avait testé mes échantillons de sang de l'examen d'assurance il y a 3 ans, les avait comparés avec des échantillons actuels, et avait analysé la poudre de protéines et les vitamines que Sterling avait collectées chez moi. M. Eward a ingéré environ 0,5 mg d'arsenic par jour pendant 3 ans, a témoigné le docteur Flint. Ce dosage est soigneusement calculé. Il est suffisant pour provoquer des symptômes graves: tremblements, fatigue, troubles cognitifs, paralysie temporaire, mais pas assez pour déclencher un empoisonnement aigu qui serait immédiatement détecté. C'est ce que nous appelons l'arsénicose chronique. Il imite de nombreuses autres conditions, ce qui le rend presque impossible à diagnostiquer sans des tests spécifiques. Et que serait-il arrivé si M. Eward avait continué à ingérer ces quantités, a demandé Denny. Dans 1 an, probablement plus tôt, une défaillance d'organes et la mort. Cela serait apparu comme des causes naturelles, peut-être une insuffisance hépatique qui pourrait être attribuée à l'alcoolisme, surtout compte tenu de l'historique médical des symptômes qui avaient été documentés. Mais le vrai choc est venu quand Sterling a révélé ce qu'il avait trouvé d'autre. Monsieur Creed possède une société appelée Wellness Solutions, WNC, a expliqué Sterling en produisant des documents d'entreprise. Il fabrique des compléments alimentaires. Plus précisément, ils ont créé un mélange personnalisé pour Madame Creed qui contenait des doses contrôlées d'arsenic conçues pour imiter le syndrome de fatigue chronique et le déclin neurologique. Voici les bons de livraison à la résidence des Eward. C'est ridicule. Veronica s'est de nouveau levée. Je ne ferai jamais. Est-ce pour cela que vous avez souscrit une police d'assurance vie de 5 millions de dollars sur votre mari sans sa connaissance? Denny a présenté les documents. Falsifiant sa signature, faisant de vous l'unique bénéficiaire. La police qui inclut spécifiquement une clause de suicide qui paierait quand même si M. Eward mourait de complications liées à l'alcoolisme. La salle d'audience a éclaté en murmures. La juge Thornfield a frappé son marteau pour rétablir l'ordre. Il y a plus, a dit doucement Sterling, et la salle est tombée dans le silence. Madame Creed ne travaillait pas seule.
Il a produit des relevés téléphoniques entre Véronica et le juge Arlon Westbrook. Des messages textes planifiant comment statuer sur le divorce, comment s'assurer que je n'obtienne rien, comment s'assurer que j'ai l'air assez instable pour que personne ne me croie si je soupçonnais quelque chose. Denny en a lu un à voix haute. De Véronica Creed au juge Westbrook, daté de 2 semaines avant le dépôt de la demande de divorce. Une fois que Calvin sera mort, nous partagerons tout en 3. Toi, moi et Dalton. Assure-toi que le divorce me donne tout pour que sa famille ne puisse pas contester le testament. Un autre message de Westbrook à Véronica. L'ordonnance restrictive est prête à être signée dès que tu déposes la plainte. Je m'assurerai qu'il ne puisse même pas s'approcher des enfants. Personne n'écoute un père fauché et fou. Le juge Westbrook était dans la galerie. Il a essayé de partir, mais 2 huissiers lui ont barré le chemin sur un signal de la juge Thornfield. Votre honneur, Harrison Cole se tenait debout, sa mallette déjà à la main. Je dois me retirer en tant que conseil. Je n'étais au courant de rien de tout cela et ne peux pas continuer la représentation. La façade de Véronica s'est finalement complètement effondrée. Elle s'est tournée vers moi, les yeux fous de rage. Il était censé être mort maintenant. 3 ans de dose prudente, mesurant chaque matin, le regardant tituber comme un imbécile pathétique, et il a juste continué à survivre. Savez-vous à quel point c'était épuisant de faire semblant de s'inquiéter pendant qu'il s'affaiblissait? De devoir agir comme une femme inquiète quand il s'est effondré à cette stupide réunion de la chambre de commerce, jouant l'épouse inquiète tout en sachant que j'étais la cause de chaque symptôme. Elle a ri, un son qui a fait reculer tout le monde dans la salle d'audience. Le crime parfait, disait-il. Dalton a promis que ce serait parfait. Le faire passer pour un ivrogne, documenter son déclin, tout prendre dans le divorce, puis le regarder mourir seul dans ce camion. Mais tu n'as tout simplement pas voulu mourir, Calvin. Tu as juste continué à respirer. Le sténographe judiciaire a capturé chaque mot, ses doigts volant sur les touches. Et ma mère? Ai-je demandé, me levant pour la première fois depuis le début de l'audience. L'avez-vous tué aussi? Le sourire de Véronica était vicieux. Dorothy devenait trop méfiante. Toujours à me regarder préparer tes chacs. Et, posant des questions sur ta santé. Mais le cancer, c'était juste un coup de chance. Bien que je me sois assuré qu'elle ne puisse pas te parler seule ces dernières semaines. Je ne voulais pas que des confessions sur son lit de mort ruinent nos plans. La juge Thornfield en avait assez entendu. Huissier, arrêtez Madame Creed et le juge Westbrook. Monsieur Heward, vous avez une ordonnance de protection d'urgence effective immédiatement. Madame Creed ne doit avoir aucun contact avec vous ou vos enfants. Toutes les ordonnances précédentes du juge Westbrook sont annulées. Vos biens sont dégelés, vos propriétés restituées, et vous obtenez la garde exclusive d'urgence de vos enfants mineurs. Alors qu'ils emmenaient Véronica menottée, elle s'est retournée une dernière fois. Les enfants savent, Calvin. Ils savent depuis des mois que maman rendait papa malade. Mais ils avaient trop peur de le dire à qui que ce soit parce que j'ai dit que le tribunal les emmènerait pour toujours s'ils le faisaient. Vis avec ça. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique aurait pu le faire. Mes enfants avaient vécu avec cette connaissance, portant ce fardeau pendant que je dormais dans ma camionnette, incapable de les protéger. Mais ils étaient en sécurité maintenant, et j'étais en vie. Contre toute attente, malgré 3 ans d'empoisonnement systématique, j'étais en vie pour me battre pour eux. La salle d'audience a commencé à se vider, mais pas avant que plusieurs personnes de la ville ne s'approchent de moi. Certains se sont excusés d'avoir cru au mensonge de Véronica. D'autres ont admis qu'ils avaient soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais n'avaient pas su quoi faire. Ruby du dîner m'a serré fort dans ses bras et a murmuré, je savais que cette femme était du poison la première fois qu'elle est entrée. Denny m'a saisi l'épaule alors que nous regardions charger Véronica et Westbrook dans des voitures de police séparées. C'est fini, Calvin. Tu as gagné. Mais je pensais déjà à Brendan et Meredith, à la conversation que nous devrions avoir, à la guérison qui devrait commencer. La victoire semblait creuse sachant que mes enfants avaient souffert en silence, mais au moins maintenant, nous pouvions commencer à recoller les morceaux. Véronica et Dalton ont tous deux été condamnés à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et complot. Le juge Westbrook a écopé de 15 ans et a été radié du barreau, sa réputation détruite en un seul après-midi. Le mariage a été annulé puisqu'il n'avait de toute façon jamais été légal. J'ai récupéré mes enfants, mes propriétés, et plus important encore, ma santé.
Les dommages causés par l'arsenic étaient en grande partie réversibles avec un traitement. Le docteur Flint m'a immédiatement mis sous thérapie par chélation, et en quelques semaines, les tremblements ont commencé à s'estomper. Le brouillard qui avait obscurci ma pensée pendant 3 ans s'est levé comme la brume matinale, brûlant au soleil. Mais la vraie révélation est venue de Brendan et Meredith quand ils sont finalement rentrés à la maison. Nous étions assis dans le salon de la maison qui avait failli devenir ma tombe. La même pièce où Véronica m'avait servi ses chèques empoisonnés chaque matin. J'avais fait remplacer les meubles, incapable de regarder le canapé où je m'étais effondré tant de fois, où elle avait fait semblant de me soigner tout en me tuant lentement. Nous savions que quelque chose n'allait pas, papa, m'a dit Brendan, sa voix de 14 ans stable, mais ses mains tremblant légèrement. Maman préparait tes chèques spéciaux, puis lavait le mixeur 3 fois avec de l'eau de Javel. Elle nous a dit que c'était à cause de tes allergies, mais ça semblait bizarre. Elle ne lavait jamais notre vaisselle comme ça. Pourquoi n'avez-vous rien dit, ai-je demandé, bien que j'ai gardé ma voix douce, sans accusation. Elle a dit que si nous parlions à qui que ce soit des chèques spéciaux, le tribunal nous emmènerait pour toujours, a expliqué Meredith en se blottissant contre moi comme elle le faisait quand elle était plus jeune. Elle a dit que nous serions placés en famille d'accueil et que nous ne te reverrions jamais, ni l'un l'autre. Elle nous a montré des articles sur des enfants qui ont été séparés de leur famille. Mon cœur s'est brisé en pensant à la peur avec laquelle ils avaient vécu, regardant leur mère empoisonner leur père, menacés de silence par la personne même qui aurait dû les protéger. Nous avons essayé de ne pas boire le jus d'orange qu'elle nous donnait après que nous l'ayons vu mettre de la poudre dans le tien, a ajouté Brendan. Nous le versions quand elle ne regardait pas ou nous faisions semblant de le boire. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Mes enfants s'étaient protégés alors que je ne pouvais pas les protéger. Ils avaient regardé leur mère m'empoisonner lentement et avaient trouvé des moyens de survivre. 2 enfants naviguant dans un cauchemar tout en maintenant leurs notes à l'école et en faisant semblant que tout était normal. Sterling Moss est devenu un ami de la famille après le procès. Le seul détective privé que je connaisse qui a renoncé à un client lucratif parce que sa conscience ne le lui permettait pas de continuer. Il dirige maintenant un cabinet spécialisé dans les cas de violence domestique où l'empoisonnement est suspecté. Il m'a dit qu'il a découvert 7 cas similaires au cours de la dernière année seulement. C'est plus courant que les gens ne le pensent, a-t-il dit lors d'un dîner un soir. L'empoisonnement lent. C'est le crime parfait si personne ne le soupçonne. La victime a l'air folle, peu fiable, malade. Qui croit un homme qui titube et tremble et qui dit que sa femme essaie de le tuer? Oncle Frank, qui s'était tenu à mes côtés aux funérailles de maman avec sa main de fermier stable sur mon épaule, m'a dit quelque chose qui m'a hanté. Dorothy savait que quelque chose n'allait pas. La semaine avant sa mort, elle m'a fait promettre de veiller sur toi. Elle a dit, Frank, Véronica sourit avec sa bouche, mais pas avec ses yeux. Elle est dangereuse, mais Calvin ne le voit pas. L'amour que nous avons pour les gens peut nous aveugler sur ce qu'ils sont vraiment. Même en train de mourir d'un cancer, maman avait senti le danger que je ne pouvais pas voir. Son intuition, aiguisée par des décennies de lecture des gens, avait perçu ce que j'avais complètement manqué. Denny a déménagé sa famille de Seattle pour aider à gérer l'entreprise pendant ma convalescence. Les quincailleries avaient souffert pendant mon déclin, mais la communauté s'est ralliée à nous une fois que la vérité a éclaté. Les ventes ont augmenté de 40% au cours du premier mois après le procès. Les gens se donnaient du mal pour nous soutenir. Tu nous as donné du travail quand nous en avions besoin, m'a dit le vieux Tom Brennan, achetant des fournitures dont il n'avait probablement pas besoin. Maintenant, c'est à notre tour de t'aider. Johan amène ses enfants tous les dimanches pour le dîner. La maison qui a failli devenir ma tombe est maintenant remplie de vraies familles, de rires qui ne sont pas calculés, d'amour qui n'est pas empoisonné. Nous cuisinons ensemble. Personne ne contrôle la nourriture. Chacun apporte quelque chose au repas. C'est devenu notre tradition, notre façon de nous réapproprier ce que Véronica a essayé de détruire. Parfois, des clients qui se souviennent des gros titres me demandent comment j'ai pu manquer les signes. Comment quelqu'un peut-il ne pas savoir qu'il est empoisonné pendant 3 ans? La réponse est simple. Quand quelqu'un que vous aimez vous tend un verre d'eau, vous ne le vérifiez pas pour voir s'il y a du poison. Vous le buvez simplement. Quand votre femme vous apporte le petit déjeuner au lit, vous ne le testez pas pour l'arsenic. Vous dites « merci ». Quand la mère de vos enfants dit qu'elle s'inquiète pour votre santé, vous la croyez. La confiance n'est pas de la stupidité. C'est de l'humanité. Le fait que certaines personnes exploitent cette confiance ne rend pas la confiance mauvaise. Cela les rend mauvaises.
Mais maintenant, je sais mieux. Le mal ne s'annonce pas toujours avec une cruauté évidente. Parfois, il vous sourit au-dessus du café du matin, vous embrasse au revoir à la porte, vous dit qu'il vous aime tout en mesurant votre mort en milligrammes. Parfois, il porte des perles qui appartiennent à votre grand-mère et se tient à vos côtés aux funérailles de votre mère tout en planifiant votre destruction. Les tremblements ont complètement cessé 6 mois après l'arrestation de Véronica. La fatigue s'est dissipée progressivement, chaque jour apportant plus d'énergie que le précédent. Mais je garde toujours ce rapport médical que Sterling m'a apporté au dîner ce soir-là. La preuve que la personne qui était censée m'aimer le plus me tuait lentement, méthodiquement, patiemment. Je le garde non pas comme un rappel de ma victimisation, mais comme une preuve de ma survie. Contre toute attente qui aurait dû me tuer, j'ai vécu. Malgré 3 ans de poison, j'ai enduré. Malgré un complot qui a atteint le palais de justice lui-même, la justice a prévalu. La confiance, une fois brisée, laisse des cicatrices qui ne s'estompent jamais complètement. Mais les cicatrices nous rappellent que nous avons survécu. Et dans la vie d'un propriétaire de quincaillerie, la survie n'est qu'un autre projet. Vous évaluez les dégâts, vous rassemblez vos outils et vous reconstruisez plus fort qu'avant. Vous apprenez quels matériaux peuvent supporter du poids et lesquels s'effondreront sous la pression. Vous déterminez qui appartient à votre équipe de construction et qui saboterait les fondations. Ma mère n'a jamais pu voir la justice rendue. Mais je pense que, d'une manière ou d'une autre, elle le sait. Après tout, elle a essayé de m'avertir, même sur son lit de mort, même à travers le brouillard de la morphine. Les mères savent toujours quand quelque chose menace leurs enfants. Même quand ces enfants ont 46 ans et pensent avoir tout compris de la vie. Ces jours-ci, quand je visite sa tombe, j'apporte des fleurs fraîches et de bonnes nouvelles. Les enfants sont en sécurité, maman. L'entreprise familiale est en sécurité. Et j'ai enfin appris ce que tu m'as toujours dit. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. La pierre tombale à côté de la sienne reste vide. La parcelle que Véronica avait choisie pour moi avec une planification si minutieuse. Elle l'avait choisie juste à côté de la femme aux funérailles de laquelle elle avait servi les papiers du divorce, la femme dont elle portait les perles tout en complotant ma mort. Elle avait tout planifié parfaitement, sauf un détail. Elle n'avait pas prévu que je survivrais assez longtemps pour apprendre la vérité. Mes enfants sont maintenant en thérapie, travaillant sur le traumatisme de ce dont ils ont été témoins. Mais ils apprennent aussi ce à quoi ressemble la force, ce que signifie la survie, ce qu'est vraiment la famille. Brendan veut être procureur comme son oncle Denny. Meredith dit qu'elle veut être détective comme Sterling. Ils veulent aider les gens qui ne voient pas le danger dans lequel ils se trouvent. Papa, m'a récemment demandé Meredith, penses-tu que tu feras à nouveau confiance à quelqu'un? Assez pour te marier? J'y ai réfléchi un long moment. La confiance ne consiste pas à ne jamais être trahi, ma chérie. Il s'agit de savoir que tu es assez fort pour survivre si tu le es. Il s'agit de choisir de rester ouvert même quand tu as été blessé. Sinon, Véronica gagne. Sinon, le poison continue d'agir même après qu'il soit sorti de ton système. Le manoir de 15 millions de dollars se dresse fièrement. Non plus un monument à la tromperie, mais un témoignage de survie. Chaque pièce où elle m'a empoisonné a été récupérée, repeinte, remplie de meilleurs souvenirs. La cuisine où elle préparait ma mort accueille maintenant des dîners de famille. La chambre où je me suis effondré tant de fois est l'endroit où je dors paisiblement, enfin sans peur. La société de Dalton Creed, Wellness Solutions, UNC, a été fermée après que les enquêteurs ont trouvé des preuves d'autres mélanges de suppléments suspects vendus à des conjoints de personnes riches. 3 autres cas d'empoisonnement lent ont été découverts, tous suivant le même schéma. Les 3 victimes ont survécu grâce à la médiatisation de notre affaire. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Sterling Moss n'avait pas frappé à la fenêtre de ma camionnette ce soir-là. Si sa conscience n'avait pas prévalu sur son salaire. S'il n'avait pas vu sa propre fille dans le visage de mes enfants. La décision d'un homme de faire ce qui est juste a sauvé ma vie et peut-être d'autres. C'est la leçon que je porte maintenant. Le mal peut être patient et calculé, mais le bien existe aussi. Parfois dans des endroits inattendus. Chez des détectives privés qui choisissent la conscience plutôt que l'argent. Dans des dîners de petites villes où les serveuses gardent des secrets et offrent un sanctuaire. Chez des frères qui laissent tout tomber pour se battre pour la justice. Chez des enfants assez courageux pour se protéger quand les adultes échouent. Je suis en vie. Mes enfants sont en sécurité. La vérité est connue.
Et chaque matin, je prépare mon propre petit déjeuner, je verse mon propre café, et je goûte la liberté dans chaque gorgée non empoisonnée. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. N'oubliez pas que parfois les menaces les plus dangereuses viennent des personnes les plus proches de nous, mais la survie est toujours possible. Commentez ci-dessous si vous avez déjà eu un pressentiment à propos de quelqu'un qui s'est avéré juste. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies de survie, de justice et de la force de l'esprit humain. Votre soutien nous aide à mettre en lumière ces histoires importantes. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité, faites confiance à votre instinct, et rappelez-vous, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois.